Bonjour, je m'en vais présenter qui est Fouché. Fouché fut ministre de la police sous le Directoire, qui était donc un régime politique de 1795 à 1799 faisant suite à la Convention et la Terreur, ainsi que sous l'empire de Bonaparte, et plus tard sous la monarchie. Il est aussi connu sous le nom de duc d'Otrante, titre qu'il a reçu de la part de Napoléon pour ses services sous l'Empire. Je vais ici présenter le rôle qu'il a pu successivement avoir sous les différents régimes politiques qui ont gouverné la France, du Directoire à l'Empire de Napoléon. Fouché est l'un des rares hommes de cette période à être resté stable dans ses fonctions, ce qui est une véritable prouesse de ruse et d'acclimatation dans les événements qui ont agité la France de 1792 à 1804. Ma description s'appuie sur les mémoires mêmes de Fouché, ainsi que de quelques informations complémentaires que j'ai pu obtenir par des recherches extérieures. Il faut prendre un certain recul sur les informations qui nous sont livrées dans ces mémoires. Toutefois, je trouve également intéressant d'avoir son propre point de vue sur ses actions et sur les événements auxquels il a pu assister, et l'interprétation qu'il a pu en donner. Fouché était d'origine roturière, et a commencé en tant qu'enseignant de sciences dans diverses villes de province, notamment à Nantes, où il fait la connaissance de Robespierre. À la suite de la Révolution française, il est élu député à la Convention en 1792. Dans ses mémoires, Fouché ne s'étend pas sur les actions qu'il a pu mener sous la Terreur, les évoquant à demi-mot. On sait cependant qu'il a été l'auteur d'une sévère répression des contre-révolutionnaires à Lyon, éliminant au boulet plusieurs milliers d'opposants, car trouvant la guillotine trop lente. Cela lui valut le surnom de mitrailleur de Lyon. D'abord ami avec Robespierre, les relations se sont rapidement dégradées dès lors que l'ambition de pouvoir absolu de Robespierre s'affirmait. Fouché perçut son projet de rester le maître absolu de la Révolution, impliquant pour cela l'élimination des 30 têtes les plus influentes de la Convention. Aussi Fouché, tel qu'il le dit en ces mots, avait-il l'honneur d'être inscrit sur ses tablettes à la colonne des morts. Dans une tentative directe d'assurer son salut, Fouché va donc au-devant des députés qui partageaient le gouvernement de la Terreur avec Robespierre, envieux ou craintifs de ces derniers, et leur révèle les desseins du despote. Parmi ces députés, on peut nommer Collot d'Herbois, Carnot ou Billaud de Varennes. Fouché les stimule, fait naître en eux la défiance et le courage nécessaires pour s'opposer à Robespierre. Ainsi propose-t-il que chacun entraîne ses partisans à s'opposer en vote à Robespierre, le mettant ainsi en minorité à la Convention, et dès lors aisément renversable quand il n'aura plus l'approbation de la majorité. Cela marche. À la chute de Robespierre, la Convention cède la place au Directoire. Le Directoire est un régime politique à la tête duquel se trouvent 5 directeurs, dont notamment Barras et Sieyès, représentant le pouvoir exécutif, et 2 conseils législatifs, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Fouché est appelé par Barras au ministère de la Police. Fouché s'implique dans son rôle, et dès le début s'investit dans la mise en place et le développement de la police secrète. Il comprend également que les observateurs et agents secrets ne sont que des indicateurs et des instruments souvent douteux. Ainsi se met-il lui-même en contact avec les hommes influents de toute opinion, toute doctrine et toutes les classes supérieures de la société. Il acquiert ainsi un très bon réseau et une intime connaissance de la France occulte. Un entretien rapporté avec Sieyès nous éclaire sur les vues de Fouché et même des dirigeants de ce temps. Sieyès témoignant de son inquiétude sur l'essor de l'esprit anarchique ingouvernable, Fouché répond que cette démocratie, sans but et sans règles, se doit de faire place à l'aristocratie républicaine, au gouvernement des sages, le seul qui puisse s'établir et se consolider. Fouché révèle assez bien ses intentions et sa perception du gouvernement dans cette citation. N'était-il pas naturel qu'un dénouement si favorable aux intérêts de la Révolution tournât aussi à l'avantage des hommes qui l'avaient fondée et soutenus par leur lumière, leur énergie? Qu'il était temps que les hauts emplois devinssent le dévolu des hommes forts. Nous avons là un indicateur que ces hommes de la Révolution, qui s'y sont jetés à corps perdu et pris la direction du pays, se sont fait régicides bien sûrement pour des idéaux de liberté,
mais avant tout pour l'idée de créer et garder un nouveau type de pouvoir. C'est admettre que la France peut seulement être gouvernée par un noyau d'individus. Ces individus doivent être les hommes forts et non plus une monarchie jugée vacillante. Néanmoins, en son ministère, Fouché a mené une politique très clémente pour les royalistes. Par lassitude des violences, par montée d'âme ou par intérêt calculé, il est dur de trancher. Sûrement un subtil mélange des trois, bien que Fouché avance les deux premiers arguments majoritairement dans ses mémoires. Ainsi a-t-il épargné et disculpé les royalistes naufragés qui avaient tenté de quitter la France, pour les mettre au service du gouvernement et en tirer profit. Il est à noter que le Directoire en cette période menait de nombreuses batailles pour la défense et la diffusion des valeurs républicaines, notamment en Italie et en Autriche, mais également en Égypte, où l'expédition était menée par un certain général Bonaparte, et dont le succès retentissait partout en France et dans la capitale. Le régime du Directoire se mit à faiblir, menacé par les complots anarchistes, menacé par les monarchies européennes voisines, ralliées par les monarchistes déchus. L'instabilité dans laquelle s'inscrivait le gouvernement parvint jusqu'aux oreilles de Napoléon, qui, précédé d'une éclatante victoire en Égypte, remonta jusqu'en France. Son retour y fut soudain, inattendu. Fouché, cependant, du fait de son poste de ministre de la police, eut vent de l'arrivée probable de Napoléon 2 semaines en amont. Cela fut le résultat d'un certain hasard et d'une position de choix au sein des renseignements. Tout est-il qu'il entreprit rapidement des démarches auprès des frères de Napoléon, Lucien et Joseph, ainsi qu'auprès de sa femme Joséphine, pour s'attirer leur faveur. Napoléon, de retour à Paris, acclamé de toutes parts pour ses victoires, devint allié de Barras et Sieyès. Bien vite il écarta Barras du pouvoir, et soutenu par Sieyès, fomenta le coup d'État du 18 Brumaire en 8. Je m'arrête ici sur les déroulements du coup d'État de Napoléon, qui fut bien singulier et éloigné de l'image qu'on pourrait s'en faire au premier abord, de Napoléon affirmant son pouvoir devant l'impuissance effarée des chambres de représentants. Non, l'événement fut quelque peu différent. Napoléon, avec l'appui de Sieyès, demanda un rassemblement extraordinaire des 2 assemblées législatives au château de Saint-Cloud. Le choix de ce lieu n'est pas anodin, éloigné du Paris révolutionnaire, contestataire et réactif, qui eût pu compromettre les plans de Napoléon dans son atteinte à la République. Ainsi, les 2 assemblées réunies, Napoléon se présente, accompagné de ses généraux et représentants de l'armée. Il arrive devant le Conseil des Anciens, où il fait un discours confus et vindicatif, rapporte Fouché, mais qui, appuyé de la présence des hommes en armes et d'un fort soutien politique préconstitué au sein de la Chambre, remporte finalement les vivats et l'approbation du Conseil. Alors, Napoléon se rend ensuite au Conseil des 500, déjà rassuré par son précédent succès. Et là, c'est la stupeur générale. Les députés, outrés de voir ce général entrer avec les armes dans ce haut lieu de législation de l'État, se soulèvent, crient à l'imposteur, au tyran, et en viennent aux mains. Certains descendent de leur tribune et menacent du poing Napoléon. N'oublions pas qu'il s'agissait là d'hommes de la Révolution, d'hommes qui conquièrent leur place par la force, physique et de caractère. Napoléon prend peur et s'enfuit. C'est à l'extérieur qu'il rejoint son frère Lucien et Murat, son beau-frère, qui l'exhorte à achever ce qu'il a commencé. Lucien prend alors la tête des hommes de l'armée à mener avec eux, et débouche en force dans le Conseil des 500, où il proclame la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte. C'est alors une véritable débandade. Les députés acculés s'enfuient par les fenêtres, faisant tomber la toge, et se disséminent dans tout le château et le parc. Ainsi s'exécute la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui, bien que reconnaissant, gardera ombrage du rôle déterminant qu'a pu jouer son frère dans l'achèvement de son coup d'État. La diffusion de l'événement est habilement dirigée, et c'est la nouvelle d'une tentative d'assassinat de Bonaparte au Conseil des 500 et d'une prise de pouvoir salutaire face à la minorité d'assassins qui parvient aux oreilles de Paris. Le consulat se met alors en place, à la tête duquel Napoléon, Sieyès et Ducos forment un triumvirat. Le consulat sera consacré par la Constitution de l'an 8, élaborée par Napoléon et Sieyès et adoptée en 1799, qui érigera Napoléon comme premier consul. Mais revenons à Fouché, qui assista à ces événements non sans intérêt.
En tant que ministre de la police, il était naturellement au courant des événements, et ne manqua pas de zèle dans la transition du gouvernement. Il a notamment contribué à écarter Barras, qui ne voyait pas d'un bon œil la prise de pouvoir par Napoléon. Et la nuit même du coup d'État avait fait annoncer dans la capitale le changement de pouvoir qui s'opérait. Ainsi, de par ses compétences déjà reconnues au ministère, ainsi que l'empressement dont il fit preuve pour servir Napoléon, affirmèrent sa position de ministre de la police sous le consulat. Fouché se targue dans ses mémoires d'avoir œuvré à donner à la police générale un caractère de dignité, de justice et de modération, notamment en n'utilisant plus les filles publiques pour l'espionnage et la délation, ainsi qu'en réservant un sort toujours clément aux naufragés royalistes échoués sur les côtes du Nord. Il évoque toutefois l'exécution des dirigeants de la chouannerie, mouvement royaliste d'opposition, et la suppression d'une partie des journaux, le style menaçant des proclamations, comme étant œuvre du premier consul, mais qu'on ne saurait envisager sans une adhésion prononcée du ministre de la police. Les rapports entre Fouché et Bonaparte, pour n'être pas tendus, n'étaient pas non plus franchement bons, et reposaient principalement sur des attentes mutuelles. Fouché voyait en Napoléon l'homme propre à maintenir l'unité nécessaire dans la puissance exécutive pour empêcher la France de retomber dans le désordre et le chaos, mais lui trouvait des passions violentes et une disposition au despotisme dont il se méfiait. Fouché se targue d'ailleurs d'avoir pu opposer à Napoléon des digues de prudence et de raison dans certains de ses actes de gouvernance, comme par exemple adopter un ton plus rassurant dans ses déclarations publiques ou être plus tolérant vis-à-vis des institutions catholiques subsistantes. Napoléon, quant à lui, respectait et estimait l'efficacité de Fouché en tant que ministre de la police, qui prouva à bien des reprises que rien sur les secrets de l'État ne pouvait lui échapper. Napoléon, toutefois, mit en place 4 polices distinctes. La police militaire du château des Tuileries, la police des inspecteurs de la gendarmerie, la police de la préfecture et celle de Fouché, la police secrète. Ainsi avait-il des sources variées sur l'état des affaires intérieures. Il appelait ceci « tâter le pouls de la République ». Le 6 août 1804, Napoléon est élu consul à vie sur consultation du peuple. Fouché soutiendra les actions de Napoléon durant tout son consulat. Il ne détaille pas dans son mémoire les opérations auxquelles il a pu participer, se bornant à révéler ses attributions et un regard sur la politique et les événements marquants de son temps. On sait toutefois qu'il avait beaucoup d'espions et contacts dans les pays étrangers, ce qui le mettait très au fait de la politique extérieure. Loin de se borner à l'espionnage pour rapport, externe et interne, il avait à ses ordres toutes les prisons d'État, la gendarmerie, la délivrance et le visa des passeports, la surveillance des étrangers. Il établit notamment les commissariats généraux sur toute la France, développant le réseau de la police, permettant la centralisation du pouvoir de police propre au gouvernement de Napoléon. Aussi, lors des campagnes militaires de Napoléon en Espagne, Fouché cumule le ministère de la police et par intérim le portefeuille de l'intérieur, Napoléon lui confiant le soin d'assurer ses fonctions. Certains événements toutefois installent une distance entre le premier consul et Fouché. Alors que Napoléon bataille en Autriche, les Anglais débarquent en Belgique pour conquérir le territoire. Fouché prend alors la liberté de rassembler une troupe pour contrer les Anglais au nom de la dignité française. Qui peut se défendre sans Napoléon? L'opération est un succès, les Anglais sont chassés et la Belgique sauvée. Toutefois, Napoléon déprécie fortement cette liberté prise à son insu, et en gardera une certaine rancœur envers Fouché. Les liaisons de Fouché avec des sources au sein d'organisations voulant libérer le peuple français de l'emprise de Napoléon, notamment les Philadelphes, bien qu'à titre d'information déplaisent également à Bonaparte. Les liens entre Napoléon devenu empereur et son ministre de la police se détériorent à mesure que Napoléon gagne en puissance et en superbe, exigeant un contrôle total sur son empire et une autorité non contestée. Ainsi prend-il ombrage de l'influence exercée par le duc d'Otrante. L'événement fatal à Fouché dans son rôle de ministre survient en 1806, quand l'empereur et lui entament une double négociation secrète, à l'insu l'un de l'autre, avec l'Angleterre pour des propositions de paix. Napoléon ne tolère pas cette liberté qu'a prise Fouché de négocier avec la troisième puissance d'Europe sans son accord. À la découverte de cette manœuvre, Fouché tombe alors en véritable disgrâce. Tels sont les éléments de la vie de Fouché abordés dans le premier tome de ses mémoires.
Mais l'histoire, son histoire, ne s'arrête pas là. C'est intriguant à bien d'autres réserves. Et nous verrons dans un second épisode par quels moyens il parvient à revenir sur le devant de la scène des intrigues politiques de son temps.